Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Replanter des arbres dans nos villes, y préserver la biodiversité, c'est le thème de notre débat tout de suite. Et je reçois Hugo Meunier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, fondateur de la start-up éco-responsable. Merci Raymond. Et puis avec nous en visioconférence, Timothée Kellard. Bonjour et bienvenue, vous êtes directeur associé d'EcoDev. C'est un bureau de conseil qui accompagne entreprises et collectivités dans leurs actions de développement durable. Petite question rituelle, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que la liaison est bonne? Parfaitement, merci. Parfait. Alors, je vais venir vers vous dans un instant, mais je commence d'abord avec vous, Hugo Meunier. Peut-être le constat pour commencer. À quel point elle est en danger? Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques symptômes de l'appauvrissement de la biodiversité dans nos villes? Alors effectivement, depuis des années, on va dire depuis les années 70, il y a des politiques d'urbanisation qui se sont densifiées. On voit notamment à nos portes de nos villes ces constructions de centres commerciaux, de logements, de cités très bétonnées. Et aujourd'hui, on en revient avec notamment la question de cette déminéralisation, tout un phénomène qui est proche de nos villes depuis une dizaine d'années et où, avec les municipalités, on voit des actions notamment dans les cours d'école. Ouais. La biodiversité a été très abîmée, mais... C'est quoi? C'est moins... Je vais être un peu basique, moins d'insectes, moins d'oiseaux, c'est quand on parle du règne animal, moins de plantes, moins d'arbres. Alors ça va être déjà un appauvrissement des sols, c'est-à-dire qu'il y a plein de micro-éléments dans les sols, donc on va avoir moins de minéraux et aussi de micro-éléments dans ces sols. On va avoir effectivement moins d'insectes, moins d'oiseaux, et on va aussi avoir une qualité de l'air qui va s'appauvrir et donc qui va abîmer aussi ce tissu urbain et notamment notre santé physique, puisque aujourd'hui l'humain est très présent dans les villes et il sera de plus en plus ces prochaines années. Alors c'est intéressant parce que juste avant vous, il y avait un représentant du ministère de l'écologie qui fait le bilan de 50 ans d'action. Et qui disait que la qualité de l'air s'était globalement améliorée en 50 ans. Timothée Kellard, on va rentrer un peu dans le concret et dans les actions que l'un et l'autre vous pouvez mener. Quels sont les leviers pour réintroduire, pour redonner de la richesse à la biodiversité, sachant qu'on ne peut pas forcément créer de nouveaux parcs, de nouveaux jardins publics? C'est quoi pour vous les modes d'action? Alors, déjà, il faut agir peut-être sur les sujets qui sont la perte de la biodiversité, enfin les raisons de la perte. Donc, peut-être qu'on peut les balayer rapidement. Vous avez le sujet de la fragmentation des habitats. Donc, on peut parler de crise de logement pour les insectes, les animaux de manière générale et les plantes. Donc une des premières actions, c'est de travailler sur reconstituer des habitats pour ces espèces. Il y a le sujet numéro 2 qui est le changement climatique. Si on prend les sujets de sécheresse prolongée, ça va nous amener par exemple à recréer des zones humides ou des îlots de fraîcheur, donc en plantant des arbres par exemple dans les centres urbains. Vous avez le sujet de la pollution, qui est aussi la troisième raison de la perte de cette biodiversité. Donc vous avez les pollutions dans les sols, dans l'air, donc faut bien évidemment les réduire. Vous avez des plantes qui dépolluent par exemple, ça peut être un bon levier. Il y a la surexploitation des ressources. On peut prendre l'exemple des ressources halieutiques dans les océans et dans nos eaux. Donc là, vous avez un sujet de contrôle et de vérification. Et puis, pour finir, l'introduction des espèces envahissantes, qui vont être des espèces type élante, renouée du Japon pour des espèces végétales, ou le frelon noir à pattes jaunes pour des insectes. Donc, il va falloir effectivement contrôler cette, on va dire, diversification là, de ces espèces pour pouvoir justement, donc ça passe par les suivre, ça passe par faire par exemple de la science participative, éduquer aussi les populations à la reconnaissance de ces espèces et à la maîtrise dans leurs espaces privés par exemple. Oui, donc c'est un champ assez large de leviers d'action, Hugo Meunier, et peut-être aussi accepter l'idée de micro-projets, c'est-à-dire que même si on remet du verre dans une toute petite place, c'est déjà ça de gagner. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Complètement, pour aller dans la continuité, c'est aujourd'hui, il faut mobiliser tous les acteurs de la ville, que ce soit les urbanistes, les élus, les architectes, mais même la petite association du quartier, puisqu'aujourd'hui on parle du vivant, que ce soit les arbres, que ce soit les plantes, que ce soit les potagers, et ça nécessite aussi un entretien, donc un suivi. Et ça coûte très cher d'entretenir du végétal, et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles depuis des années on a bétonné, c'est-à-dire que ça coûtait moins cher dans le temps, là où aujourd'hui on y revient, et donc c'est mobiliser tous ces acteurs-là, et même les écoles, les cours d'école Oasis,
c'est des espaces qui sont relativement grands, en plein cœur des villes, disponibles, et donc on les débitume. Pourquoi pas mobiliser aussi les enfants qui vont venir jardiner, peut-être le week-end, les parents d'élèves qui vont venir aussi s'approprier ces espaces-là. Donc en effet, tout le monde, toutes les strates doivent être mobilisées, et on voit ce besoin et cette envie de nature. Donc quand on va planter une plante, pourquoi ne pas planter une plante mellifère, donc qui va contribuer peut-être à la pollinisation des abeilles, à la venue des petites coccinelles. Quand on va planter des arbres, pourquoi pas penser à certains types d'espèces également qui vont contribuer au rafraîchissement urbain et à la création d'îlots de fraîcheur. Il n'y a pas de petite action en fait, Timothée Kellard. Clairement non, en fait. Ce qu'il faut voir, c'est que la biodiversité, c'est la diversité des espèces et des interactions aussi entre ces espèces. Donc en fait, plus vous régénérez un certain nombre d'éléments qui sont vitaux pour un certain nombre d'espèces, je peux prendre les plantes, effectivement, qui fournissent du pollen, du nectar, qui vont nourrir des insectes, qui vont eux-mêmes faire des larves, qui vont eux-mêmes, on va dire, nourrir des oiseaux et des mammifères, par exemple. Enfin voilà, on comprend bien que c'est assez complexe comme sujet et que l'homme, finalement, au milieu de cet écosystème urbain, a effectivement dégradé tellement qu'il faut aujourd'hui revenir en arrière. Donc il n'y a pas de petits gestes. Les terrasses, les toits sont à probablement revégétaliser. Et puis quand on disait de remettre du verre un peu partout, oui, à condition que le verre qu'on remet finalement est cohérent et répond à nos enjeux climatiques à venir ou en cours, puisqu'il faut aussi parler d'adaptabilité à ce sujet de changement climatique et de trouver finalement les bonnes espèces qui vont être, on va dire, durables dans ces nouveaux aménagements. Mais clairement, refleurir un parterre, on va dire un rebord de route, si on a un peu de terre ou de désartificialiser pour mettre des plantes mellifères par exemple, effectivement ça a toute son utilité et légitimité scientifique. Oui. On va à Hugo Meunier voir quelques-unes des actions que vous menez avec Merci Raymond. Par exemple, reverdir les banlieues bétonnées. J'ai vu ça, il y a des projets notamment depuis quelques années à Grigny, la Grande Borne devenue la Green Borne. C'était quoi l'idée ? Qu'est-ce qui existe encore aujourd'hui ? Alors déjà, l'approche de Merci Raymond, c'est vraiment de remettre la nature dans la ville et de manière très concrète. Donc nous, dans l'équipe, on a des paysagistes, des jardiniers, des ingénieurs agronomes, des maraîchers. Et donc, on avait aussi une image très parisienne. On avait envie de casser ce côté bobo parisien du 11e pour caricaturer. Et on a eu envie de se challenger. Et donc, il y a 4 ans, on est allé dans des quartiers où on avait peut-être moins d'habitude. Et on est allé à la Grande Borne à Grigny avec le soutien du maire Philippe Rio, qui nous a mis à disposition des espaces dans cette cité, qui est une des cités les plus difficiles de France et dans laquelle on a impliqué les habitants. On s'est inspiré du modèle de Détroit où il y a eu une crise de l'automobile et donc beaucoup de chômage. Et finalement, les habitants se sont mis à planter leurs légumes, les récolter. Et donc, ça contribue aussi à cette notion d'autosuffisance alimentaire, de résilience aussi des territoires. Et on s'est rendu compte qu'en impliquant les habitants, on avait moins d'incivilité et une réappropriation de ces espaces publics. Ça, c'est un bilan que vous pouvez faire, parce que ça fait combien d'années que vous y êtes ? Ça fait 4 ans. Ouais, donc quel bilan vous faites au bout de 4 ans ? On continue à y aller au printemps pour un peu défricher, replanter les végétaux qu'il faut sur la saison. Mais on se rend compte qu'il y a tout un suivi des habitants pour qu'ils se sont réappropriés ces espaces-là. Et cette méthodologie-là, on l'a dupliquée dans d'autres quartiers, à Stein, en Seine-Saint-Denis dans le 93, à la Cité des Musiciens, au Murau. Et on est en train d'essaimer un peu ces projets dans les banlieues, puisqu'il ne faut pas penser la ville qu'avec la ville, mais penser la ville avec le périurbain qui est clé dans le développement de ces cités-jardins et aussi de ces poumons verts pour les urbains. Donc il y a une logique de jardin partagé. Timothée Kellard, les potagers pédagogiques, j'ai vu ça faisait notamment partie de vos leviers d'action. Vous en avez conseillé beaucoup, fait installer beaucoup ? Oui, on a alors beaucoup, en tout cas un certain nombre. On a travaillé avec des projets assez ambitieux sur des potagers hors sol, donc sur des toits, terrasses, parkings de plusieurs milliers de mètres carrés d'aménagement. Effectivement, c'est un sujet qui crée du lien social, c'est un sujet hyper intéressant parce qu'attractif et qui crée de la communication autour des végétaux, de la nature et qui a une réelle utilité s'ils sont bien faits. Alors, il faut quand même tempérer, j'ai envie de dire, à un certain moment les potagers, puisqu'on a un tiers des sols dégradés et une bonne partie en région Île-de-France, par exemple, ou dans les grosses agglomérations qui sont polluées. Donc il y a aussi tout cet accompagnement qu'on adresse aujourd'hui qui est de conseiller au mieux pour que ces potagers soient durables, viables, et qu'on évite, par exemple, de faire des potagers dans des sols avec des métaux lourds qui pourraient se retrouver dans les fruits et légumes. Donc il y a un vrai sujet d'accompagnement à la fois pédagogique, technique, de respect aussi des normes et d'anticiper le projet pour le faire vivre, puisque tout le monde est motivé au printemps ou aux belles périodes et un peu moins à d'autres. Donc il faut éviter effectivement de laisser trop à l'abandon ces sujets. Et je voulais faire une dernière remarque sur le sujet de la biodiversité, puisque du coup si on parle d'urbanisme,
d'architectes dans les centres-villes. Vous avez aujourd'hui beaucoup de labels et de nouvelles démarches qui intègrent ces sujets. C'est un bon début. Il faut aller beaucoup plus loin. Par contre, il faut aussi aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion en pensant aussi biodiversité grise, c'est-à-dire l'impact que les matériaux de construction pourraient avoir sur des zones riches en biodiversité qui ne sont pas dans les villes. Je vais prendre des zones où on a des carrières, du sable qui sont récupérés pour faire du béton, du bâtiment. Donc il y a aussi une réflexion deuxième niveau, j'ai envie de dire, qui est d'aller regarder derrière le premier affichage quelles sont les conséquences de nos activités sur la biodiversité qu'on ne voit pas directement. Et on peut reprendre un dernier exemple, et j'aurai fini sur ces sujets, mais les trames vertes, bleues et noires maintenant, par exemple, éviter d'allumer à tout va, on va dire, nos villes qui dérèglent un certain nombre d'écosystèmes ou d'équilibres d'espèces. Je prends les moineaux qui ont du mal à dormir, ou les pigeons, ou les insectes qui sont perturbés par les cycles des lumières la nuit. C'est aussi des impacts qu'on a du mal à identifier, qui sont assez conséquents et qu'il faut réduire. Hugo Meunier, pour conclure, vous nous rappelez pourquoi vous avez nommé votre entreprise, votre start-up Merci Raymond? Alors Raymond, c'est mon grand-père qui est agriculteur dans le Sud-Est. Alors maintenant, il est à la retraite, mais effectivement, la mission que s'est donnée Merci Raymond, c'est de remettre cette campagne dans la ville et donc de revaloriser ces métiers agricoles. Et aujourd'hui, on est très fiers puisqu'on a pu planter des dizaines de milliers de végétaux dans les villes. On travaille dans plus d'une dizaine de villes en France et on commence même à s'exporter au niveau européen, au Luxembourg, au Portugal et même en Belgique. Et on est une quarantaine de personnes très motivées et on essaie d'impliquer le plus d'habitants possible. Donc on est dans une belle lancée, on croit beaucoup à cette ville verte et à cette ville nature, mais effectivement, il ne faut pas non plus que ça devienne un cheval de Troie dans des projets immobiliers. Et donc, il faudra avoir aussi du recul et du coup être assez rigoureux dans la véracité et l'efficacité des projets menés et que ce ne soit pas quelque chose de déceptif puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, l'entretien et le suivi derrière est clé et notamment les modèles économiques aussi rattachés à ces projets de ferme urbaine sont à prendre en compte. Et quand aujourd'hui on va projeter une ferme urbaine ou une ferme périurbaine, il faut penser aussi à quelles vont être les sources de revenus. Merci beaucoup. Merci Hugo Meunier, merci Timothée Keller. À bientôt sur Bismart. Bon vent à vos deux entreprises. On termine avec un accélérateur de start-up éco-responsable. Vous allez découvrir Green Pact.